Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est aujourd'hui en face-à-face avec Bernard Lugan, qui est historien universitaire, expert au tribunal pénal international et auteur de ce livre, L'esclavage, l'histoire et l'endroit. Bernard Lugan, voilà un livre qui effectivement remet les pendules à l'heure, et je le dis d'autant plus que ça fait des années, et vous partez de cela, on parle de la loi Taubira, sur la traite négrière, et pendant très longtemps, et jusqu'à présent, pour beaucoup de monde, il y a eu une traite négrière, la traite transatlantique, la traite atlantique, où effectivement les Blancs, et c'est évidemment vrai, ont mis en esclavage un certain nombre de centaines, de milliers, etc. Mais on parle beaucoup moins, si ce n'est pas du tout, des deux autres traites négrières qui ont duré plus longtemps, et je vais vous interroger là-dessus, la traite interafricaine et puis la traite arabo-musulmane. Et donc, ce que disait, d'ailleurs je vais vous demander, c'est parti par là, c'est vrai que la loi Taubira a été votée en 2001, et Christiane Taubira, quand on l'interrogeait, on lui disait, mais pourquoi vous faites l'impasse sur les traites, les deux autres traites négrières? Et elle a répondu, c'était dans l'Express du 4 mai 2006, elle a répondu, il ne faudrait pas que les jeunes Arabes ne portent sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette infantilisation? C'est-à-dire que les jeunes Arabes ne peuvent pas écouter cela. Vous les prenez vraiment... Pour moi, les vrais racistes, c'est ceux qui enferment les peuples dans la position victimaire, et pour les prendre pour des enfants. Ah oui, mais non, mais il faut pas leur expliquer. Ils sont pas capables de comprendre, ces pauvres noirs, ces pauvres arabes. Voilà le discours progressiste que tiennent un certain nombre d'intellectuels dits d'avant-garde. Bernard Lugan, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu trois traites, comme vous l'avez dit. Il y a une traite qui est antérieure à la traite arabo-musulmane et à la traite européenne, qui est la traite interafricaine. Alors, 10, 15, 20 millions, on ne sait pas. Tous les États africains du Sahel étaient esclavagistes. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai. Les grandes sociétés de la cuvette étaient esclavagistes également. Un simple chiffre. En 1900, d'après mon confrère américain Martin Klein, qui a travaillé sur la question, dans la seule AOF, dans la seule Afrique occidentale française, il y avait 7 millions d'esclaves internes dans la traite en 1900, dans la traite interafricaine, dans la seule AOF. Travaux de mon confrère Klein, qui est un grand historien bien connu. La deuxième traite, qui est une traite arabo-musulmane, est une traite qui a porté environ à peu près sur 15 à 20 millions de personnes. Elle a débuté en 650 et elle se termine dans les années 1920. Pour la seule Afrique orientale, au seul 19e siècle, le seul marché de l'île de Zanzibar a vu passer 1,5 million d'esclaves. Incroyable. Alors la troisième traite... Le seul marché de Zanzibar. Oui, Zanzibar. Ça ne dit rien du reste. Ah mais non, rien. Et ça, c'est des chiffres parfaitement établis. Nous avons des dizaines de thèses. Le drame, voyez-vous, monsieur, c'est que nous, universitaires, publions des thèses, des articles, faisons des colloques, mais cela ne passe pas dans la Vulgate. Et vous avez face à la science, face à la réflexion universitaire, face aux recherches universitaires, des gens qui vont éructer. Et eux vont être écoutés avec leurs éructations au même niveau que les historiens. Donc, si vous voulez, nous sommes dans un combat complètement inégal parce qu'il y a beaucoup moins de chercheurs qui travaillent sur l'esclavagisme que de rentes de situation sur la lutte pour la repentance. Donc, nous sommes tout à fait dans une contradiction. Alors, la troisième traite, qui est la traite atlantique, traite européenne, qui débute en 1450 et qui se termine, disons, 1860, 69, parce que les Brésiliens vont continuer un peu plus tard. Nous avons des chiffres précis. La querelle des chiffres n'existe plus. Il y a un consensus absolu chez tous les universitaires. 11 millions, dont 9 600 000 arrivent, car il y a des pertes en mer qui sont importantes. Alors attention, ces chiffres ne cherchent pas à minorer ou à maximaliser l'une ou l'autre traite. Le scientifique ne blâme ni ne loue, il raconte. Il ne fait pas une échelle des hiérarchies des nombres. Et nous ne nous prononçons pas sur l'horreur, etc. L'historien, si vous voulez, est un peu comme un entomologiste. Il regarde d'une manière, la manière la plus objective possible. Alors, il y a une compétition entre la science et l'émotion, qui est légitime. Tout à fait légitime, cette émotion. Mais cette émotion ne doit pas prendre le pas sur la recherche scientifique. Alors justement, d'abord, je voudrais revenir au début, parce que nous allons parler de ça et longuement aussi avec nos auditeurs. L'esclavage est né comment? On sait un peu comment ça se dit. Est-ce que c'est né avec l'humanité, pratiquement, ou pas? Enfin, est-ce qu'on sait un peu? Toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes. Toutes. Asiatiques, américaines, avec les Aztèques, etc. Mais il y a une originalité. Si toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes, les seuls qui aient aboli l'esclavage, ce sont les Blancs.
Oui. Aucune société asiatique, aucune société africaine, aucune société américaine n'a aboli l'esclavage. Ce sont les Blancs qui ont aboli l'esclavage. Oui, vous voulez dire les premières lois sur Oui. l'abolition, Oui. vous en parlez d'ailleurs dans Bien votre sûr. livre, très bien, Bien sûr. 1900, 1850. Oui, déjà, 1794, Oui. rétablissement. Il faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la traite et l'esclavage. Oui. Ce qui va être aboli, bon, donc c'est la traite par la Convention, etc., et qui va être définitivement aboli par la Convention de Vienne de 1815. Mais l'esclavage va être aboli plus tard. Par exemple, l'esclavage dans les colonies françaises va être aboli avec la Révolution de 1848, mais les Britanniques nous ont précédés en 1833. Donc il y a deux choses. La traite, c'est l'on prend des individus en Afrique, on les transporte sur un autre continent. Ça, c'est la traite. Et l'esclavage, ce sont ces individus qui ont été vendus ou leurs descendants et qui travaillent sur les plantations, etc. Oui, sauf qu'il y a quand même un dénominateur commun. On les prend en esclaves, enfin pour les faire oui, travailler. tout à fait, tout à fait. Les traites, c'est quand même des traites d'esclaves. Et d'esclaves, avec une différence entre la traite arabo-musulmane, les traites arabo-musulmanes et la Oui. traite occidentale, c'est que la traite occidentale porte, j'allais dire, comme le marxiste aurait dit, sur une force de travail, sur des travailleurs, et la traite arabo-musulmane porte bien souvent plutôt sur des femmes et sur des enfants. Moi, j'ai des citations d'Ibn Khaldoun qui sont extraordinaires. Ibn Khaldoun qui nous dit, par exemple, je cite, ici au Maghreb, il parle des esclaves qui vont être pris chez les Berbères. Oui. Ici au Maghreb, l'on trouve les belles esclaves berbères de toison couleur de miel. Il y a cette propension pour les femmes. Et El Bakri, le grand El Bakri, qui nous dit à propos des esclaves au sud du Sahara, à Oudagos, donc au royaume de Ghana, on rencontre des jeunes filles au beau visage, au teint clair, au corps souple, au sein bien droit, à la taille fine, aux épaules larges, à la croupe abondante, au sexe étroit. Celui qui a le bonheur d'en posséder, il prend autant de plaisir qu'avec une vierge. Oui, c'était... Voilà. Donc c'est une traite qui porte essentiellement donc, sur les femmes, les jeunes filles. Et la première traite arabo-musulmane a été véritablement très dure. Elle s'est appliquée sur l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle la Berbérie, le monde berbère. Et il y a eu quand même quelque chose de très particulier, c'est la castration. Il y a la castration des eunuques parce que 1 survit sur 2 à 300. 1 sur 2 à 300. Oui, 1 sur 2 à 300. Oui. Alors nous avons des chiffres très précis parce que nous avons des zones qui étaient spécialisées. Par exemple, dans la région du lac Tchad, il y avait des États qui étaient spécialisés dans la vente d'eunuques et les eunuques valaient très cher. Tout grand notable du monde arabo-musulman, qui avait plusieurs femmes et qui avait un harem, avait plusieurs eunuques. C'était un signe de richesse, c'était un signe d'importance, etc. C'est un signe de relation, de rang social. Et ça a duré très longtemps. Enfin, on a un peu, on a à la fois les chiffres, vous les donnez, et les traites, par exemple, entre les 3 traites, elles ont duré à peu près le même temps ou pas du tout? Non, la traite interafricaine n'est pas chiffrable, parce qu'elle quand elle débutait, il y a 3000 ans, 4000 ans, on ne sait pas. Elle existe encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 3 ans, élection du Sénégal, l'actuel président Macky Sall se présente, et l'ancien président Ouad fait une déclaration dans la presse en disant « il ne peut pas se présenter, c'est un descendant d'esclaves ». Journal Le Monde fait une enquête, ma source c'est le Journal Le Monde, fait une enquête dans le village de Macky Sall. Et là on dit « mais non, c'est pas un esclave, c'est une famille d'esclavagistes ». Et il a encore des esclaves. Et le journal Le Monde fait témoigner des esclaves à l'heure actuelle, donc il y a 3 ans, qui dit « mais non, nous sommes esclaves de la famille Macky Sall ». Donc c'est très difficile de chiffrer, vous comprenez? Là nous sommes loin des légendes. Il n'y a pas d'esclavage au Sénégal quand même aujourd'hui. Non, mais il y a encore des statuts d'esclaves. Vous avez encore. Alors, évidemment, il n'y a plus de traite. Oui. Quoique, avec ce qui se passe au Sahel à l'heure actuelle et avec Boko Haram, les centaines de jeunes filles qui ont été enlevées dans les écoles chrétiennes dans le nord du Nigeria et qui ont été vendues comme concubines, c'est une réalité. À Chinook, vous vous souvenez ce temps. Alors, nous avons donc cette réalité qui est tout à fait intéressante parce que nous avons une évidence scientifique sur laquelle tous les chercheurs sont d'accord, et nous avons en face de cela une représentation politico-médiatique qui joue uniquement sur le sentiment, qui joue sur l'émotion, et vous avez d'un côté la science, de l'autre côté l'émotion. Oui. Et ce que vous avez l'air de dire, enfin, et ce que vous dites, c'est que jusqu'à présent, en tout cas dans la représentation, l'émotion l'emporte largement sur la science. Absolument, absolument. Regardez ce qui est arrivé il y a quelques années à mon confrère Petré Grenouillot, qui était pur universitaire, qui était dans son cabinet et qui a publié cette magnifique thèse sur l'esclavage. Il a eu le malheur de dire que ce sont des Africains qui vendaient les esclaves aux Européens. Mais il a été traîné en justice. Il
a pas compris ce qui lui était arrivé. Parce que la réalité de la traite, c'est qu'une partie, je parle atlantique, et même de la traite arabo-musulmane, c'est qu'une partie de l'Afrique s'est enrichie en vendant l'autre partie. Et quand vous allez en Afrique, moi j'ai vécu les 3/4 de ma vie en Afrique, hein, j'ai enseigné partout en Afrique, et quand je vais au Bénin, quand je vais dans tous ces pays du littoral, mais je discute avec mes confrères des universités africaines, mais qui tous ont écrit sur la question, qui tous reconnaissent que cet esclavage était un esclavage. Le président Kérékou l'a reconnu lui-même, du Bénin. On va continuer à en parler avec vous, Bernard Lugan, et on continue à en parler évidemment après les informations et avec les éditeurs de Sud Radio. Voilà, un seul numéro, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bernard Lugan, votre livre, on peut le trouver sur Amazon? Non, on le retrouve sur www.bernard-lugan.com, car je l'ai édité à l'Afrique réelle, mon édition, parce que les éditeurs sont un peu frileux, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, on vous a dit qu'il fallait édulcorer un peu tout ça. Alors moi j'ai dit non, moi je suis un homme libre, je publie ce que j'ai à publier, donc je le publie moi-même, donc www.bernard-lugan.com. Très bien, c'est noté, on le mettra sur le site évidemment de Sud Radio. Bernard Lugan, est-ce que vous ne faites pas un peu la part belle aux Blancs quand même, quand vous dites oui, mais ce sont les Blancs en fait qui ont aboli, ni les Asiatiques, ni les Américains du Sud, ni les Africains, ni le monde arabe, ni personne. Ce sont les Blancs. Est-ce que vous ne faites pas un peu la part belle aux Blancs? Non, c'est un fait. La seule décision d'abolition a été prise par des Européens. Et ça a commencé comment? On ne va pas tout retracer, mais la prise de conscience. Jusqu'en 1950-1960, à l'époque de domination de la doxa marxiste, notamment avec les travaux d'Eric Williams, on pensait que l'abolition avait été faite parce que les plantations rapportant moins, les capitalistes préféraient investir ailleurs que dans les plantations. C'est faux. Raison économique, quoi. C'est faux. Ça a totalement été démonté par les dizaines de travaux, notamment mes confrères d'Oxford, les 3 volumes énormes sur l'histoire de la colonisation britannique et de l'esclavage. Et je vais vous donner un chiffre qui montre bien que ce n'est pas pour une raison économique. Un chiffre qui est très clair. Au XVIIIe siècle, la traite constituait moins de 1% du revenu national britannique. La traite des esclaves. Moins de 1%. Moins de 1%. Or, entre 1807 et 1860, ce sont des chiffres qui sont imparables, entre 1807 et 1860, le coût de l'abolition a été de près de 2% du revenu national britannique. C'est-à-dire que l'abolition a coûté plus cher que la traite. Que le rapport. Pourquoi? Parce qu'il a fallu organiser des patrouilles maritimes pour arrêter les navires. Parce qu'il a fallu indemniser les planteurs qui n'avaient plus d'esclaves. Parce qu'il a fallu subventionner les productions de sucre qui ne pouvaient plus être faites manuellement, qui devaient être faites avec des machines. Donc, quand on nous dit que la traite a été abolie pour des raisons économiques, non. Elle a été abolie pour des raisons qui sont des raisons religieuses, philosophiques, morales. Les grandes croisades humanitaires et philanthropiques, les ONG de l'époque, qui ont été lancées notamment par les protestants en Grande-Bretagne. Ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers, comme on dit. Les Anglais ont tiré les premiers. D'ailleurs, ils ont aboli l'esclavage de leur colonie 12 ans avant nous, en 1833, et nous en 48. Donc les Anglais ont tiré les premiers, alors qu'ils étaient les principaux esclavagistes, alors que l'économie des Antilles était florissante. Donc, vous voyez, là, vous avez des chiffres. Et ceci, quand vous mettez ça en face de ceux, je le dis à nouveau, qui éructent sans connaître la question, ben c'est imparable. C'est imparable. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je comprends. Oui, vous voulez dire en fait que quelque part, il y a eu la prise de conscience du 19e siècle. Et alors, vous réagissez comment quand vous voyez journée de l'esclavage, quand on dit il faut rendre les œuvres qui ont été pillées, notamment au Quai Branly, quand on dit il faut que la statue de Colbert disparaisse d'en face de l'Assemblée nationale à cause du Code noir et à cause de l'esclavage. Vous réagissez comment? Je réagis comme l'historien qui, lorsqu'il était professeur, la première année, à la première semaine du premier trimestre de cours, expliquait à ses étudiants que le contexte historique ne se violait pas. Et qu'on ne juge pas. Le plus grand défaut que puisse commettre un historien, c'est de juger les faits d'hier à la lumière des faits d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on apprenait aux étudiants en première année, la première semaine, au premier cours, en méthodologie. Oui, vous voulez dire, on ne peut pas traiter les affaires d'hier avec la mentalité d'aujourd'hui. Alors, parlons maintenant des œuvres d'art. Oui. Je ne me prononce pas sur la question, mais je me dis, heureusement qu'il y a eu les musées en Europe
Que seraient devenues ces œuvres d'art s'il n'y avait pas eu les musées, avec les guerres civiles? Imaginons par exemple, l'on nous parle des bronzes du Bénin, etc. Mais quand il y a eu la guerre du Biafra et que tout a été pillé, que serait devenu? Et il serait devenu comme en Irak, quand les musées ont été pillés et qu'on a vendu au marché noir le contenu des musées? Mais l'Afrique devrait dire merci aux musées européens, car c'est grâce à ces musées européens qu'on a pu garder dans la plus grande splendeur et dans la plus grande munificence et dans la plus grande mise en valeur les œuvres d'art africaines. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être justement leur rendre un certain nombre de choses dont ils pourraient s'occuper. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Certes, il n'y a pas de raison. Mais moi, je prends les leçons du passé et je dis, bon, au Louvre, c'est certainement plus en sécurité que dans n'importe quel pays d'Afrique où un coup d'État peut arriver demain. Hein. Malheureusement. Regardez ce qui s'est passé à Abidjan. Le quartier du Plateau, que vous connaissez bien aussi bien que moi, qui était un quartier où il y avait des magasins de grand luxe, etc., a été pillé totalement du jour au lendemain. Imaginons un musée. Ouais. Au moins au Louvre ou au musée du Quai Branly, ça ne bougera pas. À moins qu'il y ait une guerre atomique, bien sûr. Oui, non, ça c'est une autre chose. Clémence. Oui, on va faire un petit tour du côté du standard et on donne la parole à Juliette qui nous appelle de Paris. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Berkoff et je vous remercie d'inviter Monsieur Lugan parce que je vais vous rejoindre sur un sujet. Je vais vous parler du XVIIe siècle et notamment de Colbert parce que c'est la période que j'ai étudiée à l'université. Oui. Et alors pourquoi je veux vous dire ça? Parce que hier vous avez dit à votre invité, vous avez essayé tant bien que mal on va dire de défendre Colbert, mettre même une plaque pour dire qu'il était à l'auteur du Code noir n'a pas de sens parce que effectivement on ne juge pas l'histoire en dehors en ne prenant qu'un bout. Pourquoi? Déjà, je fais juste un petit point très vite. La France, au XVIIe siècle, n'a pas la volonté d'avoir des colonies. Au départ, ce sont des entreprises privées, des flibustiers, qui vont commencer à prendre des esclaves aux Portugais, aux Espagnols, et ensuite à conquérir des terres. On a Saint-Christophe, puis on aura la Martinique et la Guadeloupe. Et là, l'État français va intervenir, va réglementer et va vouloir se mettre dans la course des autres puissances d'Europe, ce qui est normal. Hein, c'est tout à fait normal. Et il va y avoir une réglementation, notamment le fameux Code noir. Mais ce n'est pas une volonté, il n'y a d'ailleurs pas de stratégie. Mais pourquoi il faut comprendre Colbert, c'est très important. Parce que Colbert est dans une vision mercantile, on est dans une époque où effectivement la richesse se mesure au stock d'or et d'argent, donc il faut mettre la main dessus, donc face aux autres Européens, et faire du commerce. Et comme le dit Monsieur Lugan, ce commerce était un commerce de luxe. En vérité, il ne rapportait pas grand-chose. C'était quelques familles, et quand on voulait de l'argent, on investissait dans l'emprunt royal, qui était celui de la guerre, parce que Louis XIV a fait beaucoup de guerres, et là, on gagnait. Alors, pourquoi on ne pourrait pas juger Colbert sur cette vision-là? Parce que Colbert, il a cette logique. Lui, il s'est occupé de tas de choses. Il a unifié les marchés, il a créé des fonctionnaires, des normes, etc. On est d'accord. C'est pour ça que je l'ai défendu. Voilà, et puis parce que quand il se met dans cette course de l'esclavage, il est dans la même logique que quand il va créer la navale, parce il va recréer la navale les bateaux français, il va aussi faire l'édit des eaux et forêts pour les bateaux, il va créer les manufactures, donc si vous voulez, c'est toute une logique. Il n'y a pas une logique de vouloir mettre en esclavage, tout est dans cette logique. Tout le développement. Et puis à l'époque, l'esclavage faisait partie et c'est terrible à dire, mais il faut le dire, à l'époque, l'esclavage faisait partie de cette espèce de logique, quoi. Elle était dedans. Et tout le développement de ce que va créer Colbert est dans la même logique de la puissance de l'État. Donc ça, c'est un parmi d'autres. Et juste pour revenir, je fais un dernier petit point, après je laisse la parole, c'est que les sociétés esclavagistes sont très complexes. Au départ, notamment à Saint-Christophe, on envoie des blancs, ce qu'on appelle les engagés, qui sont serviles pendant 3 ans et qui après ont leur liberté. Ce sont aussi les Amérindiens. Mais les Amérindiens meurent beaucoup. Et puis il faut faire des razzias. Alors que la traite en Afrique existe déjà. Donc on va le faire en Afrique après, parce que bon, la fièvre jaune décime. Donc au départ, il y a tout le monde. Et dans le Code noir, d'ailleurs, on ne fait qu'une différence entre les libres et les esclaves, pas entre les noirs et les blancs. Et juste pour finir, la société va devenir de plus en plus créole et il va y avoir des métis et des noirs qui auront des esclaves. Et je rappelle que Toussaint Louverture, après avoir été affranchi, aura des esclaves sur sa plantation de café et gardera des relations avec son ancien maître, le comte de Noé, à qui il renvoyait de l'argent de sa propriété alors qu'il était exilé à Londres après la Révolution. Donc ce sont des sociétés complexes et juger Colbert sur ça n'a pas de sens puisque lui, il est dans une autre logique. Voilà ce que je voulais dire. Et vous l'avez, que Monsieur Lugan, je vous remercie. Merci, vous l'avez bien dit. Oui, Bernard Lugan. C'est parfait. Je n'ai rien à ajouter. L'on sent la formation universitaire et l'on sent les références. Alors, je voudrais simplement dire une chose, c'est que la traite a enrichi des individus, effectivement, en Angleterre, en France, mais elle n'a pas enrichi l'État. Elle n'a pas enrichi l'État.
Et lorsque les marxistes disaient, il y a 50 ans, 60 ans, que la révolution industrielle européenne s'était faite grâce au profit de la traite, c'est une imposture scientifique. Parce que l'on a évalué l'introduction du coût et du bénéfice de la traite dans l'économie anglaise, moins de 0,1%. Et je poserai une question qui est très simple. La France, à l'époque, était, avec l'Angleterre, un des grands pays esclavagistes. Or, la France n'a pas fait sa révolution industrielle au XVIIIe siècle. La France a fait sa révolution industrielle après l'abolition. Oui, au 19e. Et elle ne l'a pas fait à La Rochelle, elle ne l'a pas fait à Bordeaux, elle ne l'a pas fait au Nantes, elle l'a fait dans l'Est, là où il y avait du fer, là où il y avait du charbon. De même, le Portugal, qui contrôlait 50% de la traite, n'a jamais fait sa révolution industrielle. Et il y a 40 ans, ce pays était encore un pays du tiers-monde. En revanche, les pays qui n'ont jamais pratiqué la traite, comme quasiment l'Allemagne, comme la future Tchécoslovaquie, comme la Suède qui l'a quasiment pratiquée, la Russie, etc., ont fait leur révolution industrielle, elles n'ont pas eu besoin de la traite. Alors, soyons un peu logiques. Oui, dissocions les choses. Dissocions les choses. Pas, d'accord. Merci, en tout cas, merci à vous et merci aux auditeurs et continuez. Et on se retrouve. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov, bien sûr, dans tous ses états, avec son invité Bernard Lugan, qui est historien universitaire et auteur de ce livre Esclavage, l'histoire à l'endroit. Et puis avec vous aussi, qui nous appelez au 0826 300 300. C'est le cas de Hakim, qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Hakim. Oui, bonjour André. Bonjour. On vous écoute, Hakim. Oui, non, je voulais intervenir, c'est par rapport aux dernières mesures du président de la République. Ouais. Et je voulais vous dire que moi, je soutiens totalement ce qu'il est en train de faire. Lui, Madame Schiappa et Monsieur Darmanin, parce que c'est un vrai sujet important, sans doute qui concerne qu'une minorité, etc. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis sûr que la plupart des musulmans de France sont des gens intégrés et qui veulent vivre paisiblement. Mais il y a des problèmes, voilà. Et donc il faut toujours le dire, mais il y a des problèmes qui se posent, des vrais problèmes. Et il ne faut pas laisser faire. On ne doit pas laisser faire ça. Et si vous voulez, toutes ces excuses qui consistent à dire oui, mais comment, je lisais un petit peu la presse, un petit peu de gauche, moi je suis de gauche, voilà, tout le monde n'est pas parfait. Je lisais un petit peu la presse de gauche, comment il y a 1 million de chômeurs, pourquoi ils parlent de ça? Oui, c'est jamais le moment de parler de ça. Mais, donc c'est trop, ça peut pas être une excuse. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce petit chantage qui est fait systématiquement au racisme, à l'islamophobie, ça devient, si vous voulez, avec le temps, moi, ça commence à m'embêter, si vous voulez. Moi, si vous voulez, je me suis battu. Moi, ma maman est algérienne. Son grand-père était mécanicien dans les chaudières de sous-marins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon papa, il est venu de Casablanca, du Maroc. Il a travaillé dans les chaînes de montage à Gennevilliers, chez Chausson. Moi, je me suis battu pour faire ma place. Ça a été dur. Je vais pas vous mentir. J'ai subi la discrimination, je sais ce que c'est. Mais c'est pas pour autant que j'en voulais à la France. Moi, j'aime la France, j'ai toujours aimé ce pays-là. Et je voulais m'en sortir. Et c'est ce que je dis, je suis prof, si vous voulez, c'est ce que je dis, moi, à mes élèves depuis longtemps maintenant, qui sont parfois d'origine maghrébine ou autre. Je leur dis, on peut s'en sortir. Et là, on essaye d'enfermer les gens. Il y a des gens qui essayent si vous voulez, de capturer des gens disant ne sortez pas du ghetto. Exactement. D'exploiter en fonds de commerce ces difficultés pour les utiliser à autre chose. Eh ben, je trouve que Madame Schiappa, franchement, ce que je voulais vous dire, qui peut croire que Emmanuel Macron c'est un islamophobe? Mais pas une seconde, personne n'y croit. Ni lui, ni Darmanin, je crois que son grand-père c'est un Algérien. Madame Schiappa, c'est certainement pas une islamophobe. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Donc ils ont le droit de taper là où ça fait mal, ils ont pointé du doigt certaines choses qui ne vont pas. Sur les certificats de virginité, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je ne sais pas si c'est minoritaire ou pas, mais c'est vrai. Oui, mais enfin, il faut le dire. Si c'est vrai, il faut le dire et il faut le dénoncer. Voilà. Et le chlore à la piscine, tout ça, des filles qu'on n'envoie plus à la piscine, des enfants. Il y a des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je suis capable d'instruire mes propres enfants tout seul, j'ai pas besoin. Ok. Mais il y en a, ils ont peur qu'on leur apprenne l'homosexualité. On n'a pas que ça à foutre. Deux, il y en a qui ont peur qu'on dévoie leurs enfants. Et comme par hasard, c'est souvent des petites filles, d'ailleurs, qui sont retenues à la
maison. Et en plus, comment dire, ce ne sont pas des gens qui sont compétents, qui leur apprennent les maths, la géométrie. C'est clair, c'est pas là-dessus. Ils leur apprennent quoi à la maison? Des gamins, des bambins. C'est ça qui est fou. Donc il faut, je pense, en passer par là. Moi, je dis bravo à Macron. Moi, souvent, je disais à ma femme, je pense que c'est son 1983, hein, c'est son novembre 95, parce qu'on sait que quand il est arrivé, il était plutôt libéral, c'était un mec, chacun fait ce qu'il veut. Vous pensez qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses? Bah écoutez, espérons-le. Hein, espérons-le. Ouais, moi, je pense qu'il a pris conscience, lui et son gouvernement, en tous les cas, pour ce point-là. Et si vous permettez, je voulais juste vous dire une chose aussi, par rapport aux violences policières, parce que j'ai entendu sur l'affaire Théo, là, aujourd'hui. Je tenais à le dire, moi j'ai grandi en cité, ma mère elle vit au 11e étage, elle vit toute seule. Heureusement que les flics ils rentrent dans les cités, et il faut qu'ils rentrent dans les cités, et ça aussi c'est du séparatisme. Et tous ceux qui nous expliquent matin, midi et soir, violence policière, les flics c'est des fachos, c'est des ordures, ils savent pas ce que c'est. Apparemment ils savent pas ce que c'est. Oui, il y a des policiers qui se comportent mal. À Marseille, il y a eu il n'y a pas très longtemps... Non, mais on le sait ça, mais partout. Voilà. Bien sûr. Donc il faut sanctionner, il faut les radier de la police quand il y a eu manifestation de violence gratuite. Hein, bien sûr. Mais il faut soutenir les flics, parce qu'on en a... Moi, j'ai personne dans ma famille qui est flic, j'ai pas de copains flics. Ça a même été tout le contraire. Je vais pas vous raconter ma vie. Donc moi, je suis pas là pour vous dire, oui, la police, mais il faut avoir vécu en cité. Pour dire des choses pareilles. Moi, j'ai vu tous les débats qu'il y a eu sur les violences policières, mais je veux faire insulte à personne, donc je ne vais pas citer de cas, mais il ne faut pas exagérer. On vit dans un pays quand même qui est pas mal. Il y a quelques années, à Londres, il y a un jeune homme, c'est un Brésilien, il était, si vous voulez, il était sans papier. Il a eu peur, il a vu les flics, ils ont cru qu'ils se dirigeaient vers lui pour lui demander ses papiers. Il a pris la fuite, ils lui ont mis une balle dans la tête. Et ils l'ont pas coursé sous le soleil, sous 40 degrés, à 2 reprises. Ils l'ont abattu dans le métro. Vous comprenez? Ça, c'était il y a 3 ans. Donc voilà, il faut se calmer. Et moi, ça m'inquiète. J'ai déjà voté. J'ai voté pour le Parti communiste. J'ai voté pour la communiste et je suis inquiet. Hakim, voilà. En tout cas, on vous a écouté. C'est vraiment bien ce que vous avez dit. Et je crois que là aussi, vous remettez les pendules à l'heure. C'est très important dans tous les domaines. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire. Et arrêtons, effectivement, comme disait Bernard Lugan, arrêtons les éructations, arrêtons les émotions et regardons en face les choses. Et merci pour votre lucidité. On retourne au standard. On donne la parole à Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui Marie, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité, il est toujours là? Il est toujours là. Bernard Lugan est toujours là, absolument. Toujours là. Alors moi, je voulais poser une question, puis aussi parler des nouveaux esclaves, parce que, bon, la race blanche, elle a peut-être aboli l'esclavage, mais pour moi, elle la pratique toujours. Et donc, elle la pratique en France. Mais peut-être Marie, peut-être poser d'abord votre question. Vous avez dit que vous avez une question à poser, et après on peut revenir là-dessus. Eh bien, ce que je voulais dire à Monsieur Lugan, c'est est-ce qu'il croit vraiment qu'en Europe, l'esclavage a disparu? Au niveau des migrants, n'est-ce pas les nouveaux esclaves, aussi bien en Italie, en Espagne, dans les serres françaises, en Allemagne, etc. Et je ne parle pas de la prostitution, des réseaux de prostitution des femmes qui deviennent esclaves. Tout ça, je ne sais pas s'il en a parlé, mais pour moi, si vous préférez, c'est pas contrôlé. Je regrette qu'on fasse venir tous ces gens, tous ces migrants, pour les faire travailler dans des conditions ignobles. Alors attendez, Bernard Lugan va vous répondre, Marie. Écoutez, là, nous sortons de mon domaine universitaire. C'est une question politique que vous posez sur l'immigration. Bon, nous ne les faisons pas venir. Ils viennent pourquoi? Attirés parce que l'herbe est plus verte ici que de l'autre côté. Et ils viennent tout simplement parce que ce sont des migrations de travail, des migrations sociales, et ils viennent tout simplement pour essayer de s'insérer, d'être admis en Europe. Et de vivre mieux que dans et de vivre mieux. Et là, nous avons évidemment... Une seconde, je termine. Et
Et nous avons là évidemment le résultat de l'erreur et de la catastrophe de la décolonisation qui s'est très mal faite, mais c'est un autre sujet. Moi, je ne suis pas du tout pour l'accueil de ces gens-là. Moi, je suis pour, en tant qu'individu et en tant que citoyen, je considère que nous avons suffisamment de millions de chômeurs, nous avons suffisamment de malheureux chez nous, nous avons suffisamment de miséreux, de gens sans travail, de familles, entre guillemets, de souches qui sont à la rue. Nous n'avons pas de quoi, comme le disait Rocard, nous n'avons pas de quoi accueillir toute la misère du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est la Libye, demain ce sera le Mali, après-demain ce sera le Congo, et puis quoi encore? La France n'a pas vocation à recevoir 1 milliard d'habitants. Alors voilà, j'arrête là-dessus parce que nous sortons du domaine scientifique. Ce dont vous parlez, ce n'est pas la traite. Moi, je parle de l'histoire, la traite à l'époque historique jusqu'à l'abolition. Ça, c'est un autre sujet qui est politique, qui ne m'intéresse pas. On se retrouve. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Vous pouvez évidemment continuer de poser des questions à notre invité Bernard Lugan ou venir réagir à la lutte contre le séparatisme du gouvernement ou justement à ces chiffres de pauvreté qui explosent. Et on se retrouve tout à l'heure. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours là avec son invité Bernard Lugan qui présente son livre Esclavage, l'histoire à l'endroit. Et vous aussi, vous nous appelez toujours 0826 300 300. On donne la parole à Raphaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Bonjour Raphaël. Et bonjour André, bonjour à votre invité. Alors moi je veux parler de l'enseignement de l'arabe à l'école. Oui. Alors, à mes yeux, avec le français, c'est une des plus belles langues parlées, et vous en savez quelque chose, vous, Monsieur Berkov, qui avez vécu au Liban. Elle est riche, imagée, profonde. Je parle cette langue, je la lis et je l'écris. Néanmoins, je suis opposé à l'apprentissage de l'arabe à l'école. Pourquoi? D'abord, si on veut se donner les moyens de réussir, on doit parler le français. Et en deuxième langue, l'anglais. Rien n'interdit aux familles en privé de la faire apprendre à leurs propres enfants. D'autre part, quelle naïveté de la part de notre président. Les islamistes, frères musulmans et salafistes, mais ils vont s'engouffrer là-dedans. Je vais même vous dire, mais mieux, ça va même faciliter l'apprentissage du Coran à toutes les populations de culture musulmane non arabe, c'est-à-dire les Français d'origine africaine, turque, etc., etc. Merci Macron de ce cadeau inespéré. Vous croyez vraiment très sincèrement que les adolescents vont écouter la grande musique de Mohammed Abdel Wahab ou bien d'Oum Kaltoum ou la grande poésie arabe ou la grande littérature arabe? Mais vous rêvez. Attendez, juste un mot, non mais ça m'intéresse tout à fait ce que vous dites, mais est-ce que vous ne croyez pas que là, ça dépend des professeurs? Parce que moi, quand je suis pas d'origine libanaise, mais j'ai vécu longtemps au Liban, je suis né là-bas, mais je veux dire, on nous enseignait la littérature arabe, qui est très grande, les poètes, etc. Et pourquoi les profs, eh bien, qui seraient nommés, n'enseignent pas effectivement une très riche littérature et une très riche culture arabe? Mais comment vous allez contrôler tout ça? Mais c'est ça la difficulté, parce que de toute manière, les intégristes, ils interdisent. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes adolescents. Un jour, j'écoutais de la grande musique arabe, et je parlais avec un jeune de 14 ans. Il me dit, mais c'est pas bien ce que tu écoutes. Un jeune, je lui dis, pourquoi c'est pas bien ce que j'écoute? Il me dit, parce que c'est interdit. Il avait été très sincèrement pris en main déjà par les barbus. Et donc, c'est une magnifique langue, la langue arabe. Je trouve que c'est une des plus belles langues. Mais vous imaginez qu'ils vont écouter la grande littérature ou ils vont écouter la grande musique et ils vont s'engouffrer là-dedans. Ça, c'est un premier point. Maintenant, je voudrais parler simplement, si j'ai le temps, de l'enseignement de l'histoire coloniale. Bon, quel est le français normal qui va vous dire que la colonisation a été un bienfait pour les populations indigènes? Relisez Albert Memmi et délectez-vous de l'analyse au scalpel qu'il a fait de la condition du colonisé et du colonisateur. Le même Albert Memmi, qui a combattu le système colonial, c'est un ami personnel de Bourguiba, mais qui a su en même temps qu'en tant que non-arabe et non-musulman, il n'aurait pas sa place dans la Tunisie indépendante. Il faut le dire et le répéter, le système colonial a été un système affreux, fait d'exploitation, de misère, mais surtout de mépris. C'est ce que disait Bourguiba. La pire chose, il parlait du mépris. Mais qu'est-ce que les Français d'aujourd'hui ont à voir avec tout ça? Eux qui ont été biberonnés depuis les années 80 avec SOS Racisme et Touche pas à mon poste. Mais vous imaginez, sincèrement, très sincèrement, André, pour conclure,
qui demande aux Français de la deuxième ou de la troisième, moi je suis un Français naturalisé, de la troisième génération, de faire corps avec Philippe le Bel ou Henri IV ou Napoléon? Je dis ça pour répondre à Zemmour. En revanche, quand on vient dans un nouveau pays et qu'on en devient un citoyen, on doit respecter des règles fondamentales. Adopter les règles du pays même. Apprendre parfaitement la langue du pays, respecter les règles du pays d'accueil, car, faut le dire, la laïcité, ça a été un long et douloureux compromis. Ces règles, on les connaît, je ne vais pas les répéter. Égalité entre les hommes et les femmes, respect des minorités sexuelles, respect de l'altérité, droit au blasphème, même si cela choque, je suis moi-même croyant. Et cinquièmement, droit de quitter sa propre religion. Voilà, c'est des règles élémentaires. Moi, je suis très heureux d'entendre des auditeurs comme M. Hakim qui vous dit, mais on sait bien que là, il faut être débile pour dire que la colonisation, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais ça suffit avec la nouvelle génération. On ne va pas rester dans la repentance pendant l'éternité. D'ailleurs, demandez à des gens comme Kamel Daoud, ils vous le disent, ça suffit avec les morts. Avançons, allons vers l'avant. C'est de la manipulation, tout ça. On va arrêter de parler de ça. Merci. On vous a écouté et c'est très bien que vous rappeliez aussi un certain nombre de choses. Mais je voudrais demander à Bernard Lugan, par rapport à ça, effectivement, on ne va pas refaire la querelle, mais pour vous, la colonisation, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais, mais il y a eu aussi du bon, parce que apparemment, effectivement, aujourd'hui, on présente la colonisation, et Dieu sait s'il y a eu des aspects extrêmement, je dirais, plus qu'horribles, mais il y a aussi des aspects positifs. Mais vous, par rapport à ce que dit notre auditeur, comment vous réagissez? Écoutez, c'est un autre sujet sur lequel j'ai travaillé, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je dirais que tout de même, le jour où la France a donné l'indépendance à ses colonies africaines, la situation sociale, morale, politique, économique, sanitaire de ces colonisés était, je crois, un véritable paradis par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Alors, carrément, vous dites ça. Ah oui. Prenez l'idée que la situation a empiré depuis 50, 60 ans, 70 ans. C'est évident, elle n'a pas empiré, elle s'est effondrée. C'est une fracture considérable. Et tous les chiffres. Prenons l'exemple d'un pays comme le Congo, la RDC. Le Brazzaville. Non, le Congo, la RDC. Le Congo, oui, voilà, parce que c'est un monstre, etc. Quand les Belges donnent l'indépendance au Congo, on traverse le Congo en toute saison par des pistes parfaitement entretenues. Les chemins de fer existent, les services publics existent. Aujourd'hui, les routes ont été avalées par la forêt. Il y a véritablement une chute, une tiers-mondisation de l'Afrique qui s'est faite depuis l'indépendance. Alors, ceci n'est pas pour porter un jugement de valeur. Moi, j'ai plutôt une vision lyotéenne. Moi, je suis un vieux lyotéen. Le maréchal Lyoté. Le maréchal Lyoté. Par ma famille, etc. Lyoté, qui était un ethno-différentialiste et qui n'était pas un assimilateur. La grande différence, c'est que, entre la colonisation anglaise et française, c'est que, comme je le dis souvent, les Anglais ont laissé des habitudes et les Français des certitudes. C'est pas du tout la même chose. Et quand Lyoté arrive au Maroc, il dit « Mon souci, c'est de ne pas algérianiser le Maroc ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends en compte la différence, je suis en présence d'un vieil État, et je ne vais pas transformer les petits berbères ou les petits habitants de la côte en descendants de Gaulois ou en descendants de Vercingétorix. Et je ne veux pas administrer le Maroc comme on administre l'Algérie, avec un préfet qui aujourd'hui est préfet de Roubaix, le lendemain devient préfet de Constantine, etc. Le problème de la colonisation, c'est un problème qui, en France, se pose aujourd'hui dans la discussion, dans la repentance, à cause de cela. Parce que les Français, par rapport aux Anglais, ont voulu pratiquer une vision universaliste. La colonisation était une idée de gauche, quand la droite était contre la colonisation. Au départ, idée de gauche. Oui. Totalement. J'ai beaucoup travaillé sur la question des débats parlementaires dans les années 1880-95, au moment où il y a eu la grande discussion coloniale. Qui est pour la colonisation ? La gauche universaliste, parce que la colonisation va permettre d'étendre les lumières et les bienfaits de la Révolution française au peuple du monde. Vision universaliste. Les bienfaits de la civilisation des Lumières. Absolument. C'est un christianisme laïque. Oui. Ce qui partait de bonnes intentions, d'ailleurs. Oui, mais les bonnes intentions sont souvent très dangereuses. Qui en face, et avec eux, étaient les milieux d'affaires. Qui luttait contre la colonisation ? Évidemment, le courant radical, avec Clémenceau, c'est certain, mais surtout la droite légitimiste. C'est la droite légitimiste qui disait, mais
quand même, vous parlez de peuples inférieurs, parce que Léon Blum va quand même déclarer à la Chambre, dans les années 30, il est du devoir, Léon Blum, l'icône socialiste, il est du devoir des races supérieures, dit Léon Blum, d'aller porter la civilisation aux peuples inférieurs. Jules Ferry le disait aussi à l'époque. Que dit Lyautey? Lyautey dit, mais non, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Ils sont différents. Inférieurs, la Chine des Ming, inférieur, le Maroc des Saadiens, inférieur, l'Égypte de ceci, de cela. Non, autre. La notion d'ethno-différentialisme. Et le drame, aujourd'hui, et je reviens à ce que disait notre auditeur tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est une vision universelle. Nous avons en France toujours cette vision universelle. Nous avons reçu les tables de la loi démocratique et nous devons les appliquer au monde. Et nous appliquons notre schéma et nous allons dans le mur. À la différence des anglo-saxons qui, eux, sont des réalistes et qui sont des ethno-différentialistes. Ouais, très intéressant cela. C'est vrai que nous sommes loin de l'esclavage. Non, et nous ne sommes pas si loin de l'esclavage que ça. En fait, ce sont, comme disait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. C'est ça. Mais j'engage nos auditeurs qui s'intéressent à ça, de relire, c'était publié, les débats au moment de la question coloniale à la fin du 19e siècle. Une violence extraordinaire. La France a toujours été violente sur ces sujets. Avant la colonisation, violence pour savoir s'il fallait coloniser, et après, à la fin du processus, violence pour savoir s'il fallait décoloniser. Chez les Anglais, pas du tout. Les Anglais décident de coloniser par pur égoïsme impérial, alors que nous... Par intérêt. Par intérêt, alors que nous partons pour évangéliser civilement, laïquement, etc. Et nous divisions sur cette question. Les Anglais partent comme un seul homme pour coloniser, et comme un seul homme, ils décolonisent. On ne discute pas. Intéressant. Clémence. On retourne au standard. On donne la parole à Jean-Claude qui nous appelle d'Agen. Bonjour Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, bonjour. Bonjour André Bertrand, et bonjour à votre invité. On vous écoute, Jean-Claude. Oui. Mais simplement pour pousser un coup de gueule, parce que ce matin, j'ai écouté votre radio et j'ai entendu un monsieur qui se permettait de... Monsieur, pardon, on vous entend, Jean-Claude, on vous entend pas très bien. Excusez-moi, j'avais peut-être le haut-parleur. Allez-y, oui, arrêtez le haut-parleur, parce que sinon... voilà, allez-y. Oui, donc ce matin, sur votre radio, j'ai entendu un monsieur qui insultait carrément monsieur le professeur Raoult. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez décevant, parce que je ne sais pas qui c'était exactement ce monsieur, mais est-ce qu'il a les compétences que M. Raoult a, ou que le professeur Perron, ou que le professeur Toussaint a, pour se permettre d'insulter les gens? Je veux dire, on est en République, on a le droit de parler, et on n'a pas le droit d'insulter les gens. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Maintenant, toutes les opinions s'expriment, mais il y a aussi le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, vous avez 65 millions d'infectiologues et 50 millions d'épidémiologues. C'est-à-dire que n'importe qui, c'est le problème, n'importe qui passe à la radio, à la télévision, y compris certains médecins généralistes que je ne nommerai pas, y compris certaines personnes qui travaillent avec les grandes entreprises pharmaceutiques et avec des intérêts qu'on sait, vous voyez. Voilà, c'est à vous, je vais vous dire, c'est à vous et à nous tous de trier entre le bon grain et l'ivraie. Moi, je suis pour les opinions s'expriment, mais il faut quand même avoir un peu de connaissance. Moi, je ne me permettrai jamais, n'étant pas médecin, de m'exprimer sur un sujet médical ou de santé, d'avoir une opinion, parce que ça ne veut rien dire. Donc, effectivement, vous avez raison. Après, vous savez, les éructations, comme disait Bernard Lugan, malheureusement, c'est un dénominateur commun, parce qu'il est beaucoup plus facile d'éructer que d'étudier et de raisonner. Voilà, et puis continuez de nous appeler 0826 300 300. On parle avec notre invité Bernard Lugan d'esclavage, ou aussi de colonialisme. Et puis vous pouvez revenir sur les premiers sujets, hein, le séparatisme, la lutte contre le séparatisme lancée par le gouvernement, et la pauvreté. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov fait toujours dans tous ses états avec son invité Bernard Lugan, auteur de ce livre Esclavage, l'histoire à l'endroit, que vous pouvez trouver sur ce site www.bernard-lugan.com. Voilà. Et puis vous êtes là, vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300, et c'est le cas de Patrick qui nous appelle de Château. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai trouvé l'exposé de ce monsieur que vous avez invité vraiment intéressant. Ouais. Parce que la connaissance ne heurte pas, déjà. Certes. Alors que nous sommes aujourd'hui dans le domaine de l'émotionnel et du sentiment. Et là-dessus, je voudrais justement vous citer quelque chose. Allez-y. Qui m'a beaucoup parlé.
Je vais vous le dire en anglais, mais vous allez trouver, parce que je pense qu'en anglais c'est important de le dire, parce qu'il faut le percevoir avec le sens. Moi je suis bilingue, ma femme est anglaise. D'accord. Mais je vais vous le dire en anglais, et bien sûr, on peut le traduire. Il est dit, a fool gives vent to all his feelings, but the wise thinking of afterwards steals them. En un mot, ça veut dire que celui qui donne vent à tous ses sentiments, ses émotions sur l'instant, est un fou. Vous vous rendez compte? Mais le sage, en y pensant après, en les pondérant, acquiert la sagesse et calme ces choses. Aujourd'hui, on est dans l'instantanéité. On est dans une folie. Et là, on est sur un train qui, si on ne l'arrête pas, va s'exploser. Comme a dit votre interlocuteur, le mur n'est pas loin. Donc cet universalisme joue sur l'émotion et les sentiments. Et je voudrais quand même arriver sur ce terrain politique, parce que je suis en train même de me poser la question si je ne veux pas faire un meeting là où je suis. Il se trouve que les socialistes, les communistes, tout ce qui est apparenté gauche, et je mets aussi la République en marche dedans, je suis désolé, ce sont des libéraux qui sont cachés, mais ce sont des socialistes pour moi. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont un très grand charisme. Vous prenez Emmanuel Macron, il parle très bien. Pour moi, il est plus acteur de théâtre que président de la République. Un leader pèse ses mots. Il réfléchit avant de parler. Lui, il parle. Je le vois à la Comédie Française et encore, je ne sais pas. Mais je ne le vois pas du tout président de la République. Et il parle, il n'arrête pas. Et c'est comme ça, avec ce charisme, comme Obama avait d'ailleurs, qui est un marxiste, hein, faut pas se leurrer non plus. Il est là à séduire les foules. Et on est en face d'une génération qui maintenant depuis 30-40 ans, moi je suis né en 57, tous les profs étaient quasiment de gauche. On a été gauchisés, on a été sociabilisés, on nous a parlé de la matérialisme dialectique. Moi, mes profs n'ont jamais pris le dessus sur moi. Je suis un esprit libre, je suis quelqu'un qui a un esprit critique et j'ai la chance d'avoir un QI, paraît-il, au-dessus de la moyenne. Eh bien écoutez, voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un terrain très dangereux. Et je finirai avec ça, Allez-y. Pour parler de l'esclavage. Je ne vois pas d'autre solution pour la France aujourd'hui que de retourner à ses racines judéo-chrétiennes. Ce n'est pas une religion, c'est un art de vivre, c'est un précepte, comme un manuel de vivre ou un manuel pour conduire une voiture. Je pense à Wilberforce, je pense à John Newton qui a fait Amazing Grace, qui est un chant extraordinaire, où ce type se repent d'être esclavagiste. Voilà les racines. Et je vous le dis, sans ce retour aux racines, la France ne s'en sortira pas, parce que l'appel de la France est effectivement d'être sensible à la détresse. Ronald Reagan a dit, une fois, tout homme sur la terre a sa patrie en premier, et sa seconde patrie, c'est la France. Que la France ne perd pas son appel. Alors voilà, effectivement, c'est tout le problème et le paradoxe que vient de nous dire, et je vous ai écouté, et vous dites des choses aussi très sensées et sensibles. Le problème, c'est justement, d'un côté, on a cet appel à l'universalisme, la mission de la France, et d'un autre côté, nos racines, effectivement, notre identité. Bernard Lugan, vous pensez qu'on est, là, on va vers un mur, et qu'il faut vraiment, de ce côté, se ressaisir vers nos vraies racines ? Oui, nos vraies racines qui sont antérieures aux racines judéo-chrétiennes. Nous avons un arbre qui est bien plus ancien, avec des racines plus profondes. Il y a eu une greffe chrétienne et judaïo-chrétienne qui se fait plus tard. Mais c'est un arbre. Hein. On ne peut pas faire partir l'histoire. Nous sommes un vieux peuple indo-européen qui existe depuis 10 000 ans, 8 000 ans de manière attestée. Nous avons eu des strates entières de civilisation. C'est un arbre qui s'est construit petit à petit. Et ce qui est évident, c'est que cette notion universaliste républicaine est récente. Elle est récente, parce que jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'esprit des Lumières, jusqu'au XVIIIe siècle, l'on ne parlait pas de cet universalisme. C'était un universalisme, certes, français, de la pensée, car l'Europe était française. L'on parlait français dans toutes les cours. Donc là, je pense que nous télescopons deux phases historiques. Parce qu'effectivement, il faut revenir à nos racines. Mais nos racines, ce n'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une greffe qui a été mise au forceps en décapitant le roi et en installant la terreur, en faisant le génocide vendéen et en déclarant la guerre à toute l'Europe et en massacrant l'Europe. Mais mais il ne faut pas pour autant jeter les bébés Lumière avec l'eau du bain. Si vous voulez, on a quand même apporté des choses. Tout s'additionne. Il faut en fait garder le tout, mais ne rien enlever. La synthèse.
la synthèse nationale qui existe. On ne peut rien rejeter de l'histoire du passé. Ce n'est pas un historien qui va vous dire qu'on peut rejeter quelque chose. C'est tout le contraire de mon approche, je vous l'expliquais tout à l'heure, avec l'histoire de l'esclavage. Il n'est pas question de rejeter une période. Nous acceptons tout en bloc. Nous assumons. Nous assumons que nous aimions ou que nous n'aimions pas. On peut préférer. Moi, je suis un vieux monarchiste. Bon, donc c'est clair. Mais je ne vais pas rejeter l'héritage républicain, napoléonien, ni les Lumières. Moi, j'avais un ancêtre qui a fait la jeune garde, qui a fait la campagne de Russie. Pour moi, il est aussi honorable que mon ancien ancêtre, qui sous les rois de France est allé découvrir des îles lointaines. Non, vous voyez, il faut tout prendre. À la différence des indigénistes qui, eux, font des choix et qui font des choix d'ordre psychanalytique. Nous devons, nous, représentants de vieilles sociétés, tout prendre avec le calme de sénateurs et tout prendre en main, tout prendre en charge et ne rien rejeter. Mais ne rien accepter de ce qui nous divise ou de ce qui peut nous fracturer. Tout à fait. Ça aussi. Et surtout des idéologies qui nous fracturent, des idéologies qui viennent casser ce qui est quand même notre corpus social essentiel, nos habitudes. Et puis surtout, ne jamais oublier que nous sommes chez nous et que ce ne sont pas à des étrangers, ce n'est pas à des étrangers de venir à nous, entre guillemets, vieux Français, nous apprendre ce que nous devons être. Nous avons... À Rome, fait comme les Romains. Do what the Romans do. Do what the Romans do. Peut-être un dernier auditeur. Oui, voilà. On va donner rapidement la parole à Xavier qui nous appelle d'Andaille. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est juste une petite anecdote personnelle concernant les langues maternelles qu'on apprend à l'école, ou pas. Oui. Alors, ça se passait dans les années 60. Je suis fils de réfugiés espagnols républicains. Et donc j'ai été scolarisé à l'école républicaine française. Et un jour, le directeur de l'école d'ici les Moulineaux, le groupe Justin Houdin, le directeur monsieur Galliot, je viens de le citer, convoque mes parents. Alors, mes parents se sont dit, ils ont dû faire, parce que j'étais avec mon frère dans le même groupe scolaire, les gosses ont dû faire des conneries, le directeur va nous les punir ou un truc dans ce goût-là. Donc on rentre dans le bureau du directeur, et le directeur nous dit, à moi, mon frère et moi et à mes parents, écoutez, messieurs, dames, mon boulot, c'est que vos enfants apprennent le français, le vôtre, c'est qu'ils apprennent l'espagnol. Et si vous voulez qu'ils se perfectionnent donc en espagnol, le jeudi, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, le jour où on n'allait pas à l'école, ils faisaient venir des profs de l'université parisienne pour donner des cours d'espagnol, de portugais, d'italien, d'arménien et j'en passe et des meilleurs. Et ce qui m'a permis donc d'être bilingue français-espagnol. C'est bien. Et grâce à ce truc, j'ai travaillé après au ministère de l'Agriculture à Rungis. J'étais enquêteur auprès des grossistes. Et à l'époque, dans les années 70, à Rungis, la moitié des grossistes, c'était des gens d'origine espagnole, marchands d'orange. D'accord. Et moi j'étais fonctionnaire donc français, et j'obtenais des renseignements en espagnol avec les grossistes espagnols, alors que mes collègues français ne pouvaient pas en avoir, puisque eux, ils parlaient que français. Donc c'est un enrichissement et c'est une richesse. Tout à fait, et je ne le regrette pas du tout. Bien sûr. Et j'ai fait pareil avec mes enfants, qui sont eux maintenant trilingues, puisqu'on habite au Pays Basque, basque, espagnol, français, et ils n'ont aucun problème. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne chose. Je pense que par le directeur, à titre personnel, parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire. Non, mais bien sûr, mais vous savez... Il prenait sur lui. Un vrai hussard de la République. Voilà, un vrai hussard de la République. Et qu'est-ce qu'on a besoin de hussards comme la République? De la République, pardon. Merci beaucoup et merci à Bernard Lugan pour de remettre les pendules à l'heure. Et on rappelle son livre « Esclavage, l'histoire à l'endroit » que vous pouvez trouver sur son site bernard-lugan.com. Merci à vous André Berkoff, on vous retrouve demain à midi avec Thibaut de Montbrial qui parle d'autorité, Osons l'autorité aux éditions L'Observatoire. Et puis évidemment Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Et voilà, vous pouvez toujours l'appeler au 0826 300 300.